Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien. Mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là, ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer. Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre blancs dont les noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Thüring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'Empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. C'est aujourd'hui jour de marché à Poto-Poto, l'un des plus anciens quartiers de Brazzaville, capitale de l'actuelle République du Congo. À proximité de Poto-Poto se trouve l'une des traces les plus significatives de la politique coloniale de l'entre-deux-guerres. Une politique que résume le maître mot de « mise en valeur des possessions françaises ». Ce chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, les compagnies concessionnaires le réclamaient. Il leur fallait une issue sur la mer.
La métropole, de son côté, entendait montrer sa capacité à exploiter de façon exemplaire sa colonie du Congo. Le Congo-Océan était présenté comme un apport essentiel à la vie économique et sociale du pays. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Le chemin de fer Congo-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. André Gide. Les conditions étaient très pénibles. Le gouverneur Reste a dit que sur 1 mètre de chemin de fer, il y avait un cadavre. Et ça, c'est vrai, parce que c'était le travail forcé. Il fallait ne pas se reposer, on mangeait simplement un peu pour avoir un peu de force et travailler. C'était très pénible. C'est ce qui a fait que les populations, les jeunes gens qui descendaient là-bas sous des prétextes enfin, plus ou moins justifiés, ne revenaient pas. Alors on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'où la révolte de Congo-Ara. De nombreux travaux d'irrigation, digues et barrages favorisent dans les années 20 le développement d'une économie de traite que l'on peut résumer ainsi. Les colonies exportent des produits bruts et importent des produits fabriqués. Dans le domaine agricole, les cultures d'exportation sont le plus souvent des monocultures, dont l'expansion appauvrit les sols et en favorise l'érosion. Autre inconvénient de ces pratiques, elles marginalisent les cultures vivrières et le mode de vie que déterminent ces dernières. Coton, cacao, arachide, café, bananes, ces productions autres faiblesses sont soumises à la volatilité des cours et ne prennent toute leur valeur qu'en s'inscrivant dans un ensemble. Le reproche que je peux faire aux colonisateurs, c'est de s'être placés au départ pour administrer nos pays dans une optique de grands ensembles, avec des spécialisations, et ensuite d'avoir donné l'indépendance en morcelant. C'est ça le grand reproche. Parce que quelle était la philosophie? Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, le verre. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Donc nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher les brisures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul, la cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu le grand problème. C'est la même politique de spécialisation que mène le colonisateur en Afrique australe. Mais il s'agit cette fois d'une exploitation de nature industrielle. À l'époque, les mines étaient contrôlées par les investisseurs. Et évidemment, ils vendaient les minerais découverts. C'est ainsi qu'ils se sont enrichis. La plus grosse part de l'argent partait à l'étranger et seule une toute petite partie servait à payer les ouvriers. Les Noirs ne recevaient même pas des salaires, mais des gages, ce qui est révélateur de leurs conditions. Ils ne recevaient ni éducation, ni soins médicaux. Leur logement était misérable. Et pourtant, ils travaillaient dans des mines de cuivre. Ces mines étaient une source de profit exceptionnelle, lesquelles auraient dû être réparties équitablement. Mais ce ne fut pas le cas, et la pauvreté ne fit que s'accentuer.
Le Mozambique, par l'afflux de ses travailleurs immigrés en Afrique du Sud, a contribué au développement de ce pays. Le contrat incluait une rémunération aux Portugais pour chaque personne recrutée, par tête, comme il disait. Par tête, il y avait donc une certaine quantité d'or remise aux autorités portugaises à titre d'achat de main-d'œuvre. C'était une forme d'esclavage, finalement. En Afrique du Sud, les années 20 sont celles d'une violente récession économique. Et la pauvreté touche aussi de petits paysans afrikaners qui s'engagent dans les mines. Ils s'inquiètent de la concurrence de tous ces mineurs noirs venus des pays voisins et qui, moins bien payés qu'eux, peuvent les priver de leur travail. Ils se mettent en grève. Il y a eu un fort exode rural des Afrikaners à partir de la fin du 19e siècle. Ils arrivaient en ville sans qualification et entraient en concurrence avec les Noirs. Cette rivalité est capitale pour comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud depuis la découverte des mines d'or. Comme les Afrikaners n'arrivaient pas à concurrencer les Noirs, les lois ségrégationnistes des années 20 sont venues à leur rescousse. Bon nombre des mesures adoptées par le gouvernement ont introduit la ségrégation. Ces mesures déterminaient là où les Noirs avaient le droit de vivre, de travailler, les professions qu'ils pouvaient exercer. Tout cela plaçait les Noirs dans une position inférieure. Ces lois ont en quelque sorte posé les jalons de l'apartheid. L'exposition coloniale de 1931 à Paris-Vincennes n'a d'autre but que de glorifier la mission civilisatrice de l'Occident. Et elle ne s'en prive pas. Mais les millions de visiteurs qui parcourent cet immense rassemblement de clichés folkloriques et de spectacles vivants d'un goût parfois très discutable, qu'auront-ils appris de la civilisation africaine? Rien. Ou presque rien. À Bambari, lorsque j'étais au collège, c'est Boganda, je dois vous avouer, qui a été à la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme. C'est Boganda c'était le premier prêtre oubanguien. Il avait une grande culture gréco-latine, et qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons. Et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. Et tout. Et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venait apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. Autrefois, j'étais complexé. Je haïssais les Blancs qui me disaient que je n'avais pas de valeurs propres, que je n'avais pas de civilisation. Quand j'ai découvert que j'avais des valeurs propres, qu'il y avait une civilisation africaine, j'ai cessé de haïr les Blancs. Ça me fait sourire quand on parle de Senghor, qu'on le présente comme une sorte de poète français ou de poète latin. Mais non,
Mais tout simplement, c'est pas du tout peut-être, c'est parce que les gens se sont fait une idée complètement fausse de l'Afrique. On parle d'élégie. Mais oui, je regrette. Mais figurez-vous qu'au Sénégal et en Afrique, il y avait des rois. Ça paraît bizarre. Figurez-vous qu'il y avait un cérémonial. Ça vous paraît bizarre. Savez-vous qu'il y avait des concours gymniques, comme en Grèce, et des hymnes gymniques? Le savez-vous? Mais c'est pas la Grèce qu'ils chantent, c'est ça qu'ils chantent. Savez-vous qu'il y avait une poésie de cour? Eh c'est ça la poésie du Senghor. Non, c'est pas du tout traduit du grec et du latin. Hein? C'est pas pour parodier les Français. C'était ça le Sénégal. Lantier Aimé Césaire a rencontré Senghor pour la première fois à Paris. Avec la complicité du poète guyanais Léon Gontran Damas, ils vont, dans les années 30, forger et exalter le concept de négritude. C'est pas une négritude triomphante et glorieuse, c'est pas cela. Hein? C'est une négritude piétinée, c'est le nègre piétiné, c'est le nègre opprimé et c'est le nègre révolté. C'est ça la négritude. La négritude opprimée, on en trouve un exemple dans le sud de l'actuelle Somalie, région qu'occupent les Italiens depuis le XIXe siècle. Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa Orientale Italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Al popolo italiano e al mondo che la pace e l'instabilità. E io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione. L'Éthiopie est italiana. Mussolini peut bien clamer que l'Éthiopie est italienne, politiquement il n'en est rien. Le vrai pouvoir est ailleurs, incarné par la frêle silhouette du Négus exilé. Le discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Monsieur le Président, Haïlé Sélassié oppose son calme et sa dignité au sifflet des fascistes. Les Italiens sont les seuls à le huer, les seuls à vouloir l'empêcher de parler. Il parlera. Il a dit, si vous ne donnez pas justice à l'Éthiopie, l'allumette qui vient d'être déclenchée sur l'Éthiopie après la bataille de Macho, mai 1936, ne va pas s'arrêter avant de brûler le monde entier. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs
qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman. Oui, Maréchal Pétain. Commande lieutenant, adjudant, capral, tout. Bon, commande papa, moi, maman, commande moi. C'est le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the... Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest.
imposition on the West African colonies. And Ils furent arrêtés. not only were they arrested, Et certains some of furent them même were shipped envoyés à la off guerre. to the war, just as a kind of C'était une forme de punition. And it affected the relationship, Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. and the colonial powers, because the nationalists were Car les questioning, nationalistes disaient is this our « Cette war? guerre est-elle la What nôtre ? is our business with this Pourquoi war going on participerions-nous à un between conflit entre des pays European d'Europe nations qui ont non seulement dépouillé le not continent only africain de son in, capital humain dismantling, pendant des siècles, the durant la traite des colonies Noirs, of human material for centuries during the slave trade, mais but qui en have plus continued continuent à s'approprier les ressources des colonies. the Bref, resources of en those quoi colonies cette guerre nous for their own concerne-t-elle ? purposes. And so they were asking the question, what is our business with the war? And so you had D'un autre different côté, attitudes. On the other hand, of il y avait course, aussi there les were those leaders leaders who qui also voyaient saw, ou qui who croyaient voir un understood, enjeu or plus at least important, thought they understood the la bigger nécessité issues de and vaincre le necessity nazisme. to defeat the forces of Nazism. La victoire des Britanniques et de leurs soldats noirs permet le retour dans son pays du Négus exilé à Londres depuis 5 ans. Le roi des rois reprend possession de sa capitale, Addis Abeba, et redonne confiance par son exemple à tout un peuple, et même au-delà. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place. C'est lui, le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent. Oui. C'est quoi ça? C'est lui, De Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles. Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Bouéo, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra, en Libye, le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires
qui avaient été sur tous les fronts. À partir de 1944, on les a dégagés de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc, certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en décembre 1944, parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye. À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait, le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce qu'un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suisses. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, Thiaroye devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, aux tirailleurs noirs couchés dans la glace et dans le sang. Est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'Empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie, l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains.